Cela fait donc 1600 ans qu'est née notre patronne. Je suis en train de publier, là, d'ailleurs Guillaume vous le montrera tout à l'heure, hein, je publie incessamment un livre sous l'invocation de la sainte patronne, d'une des saintes patronnes de la France, Sainte Jeanne d'Arc. Eh bien, ce soir, je vais vous parler de la sainte patronne de Paris, Geneviève, bien entendu, dont on peut penser qu'elle est née aux alentours de 520 de 420 pour être très honnête, mais on ne peut pas l'affirmer. La vérité, c'est que la certification dont vous parlez, Guillaume, est canonique, mais qu'elle n'est pas historique, car pour être honnête, on n'a aucune notion historique de la naissance de Sainte Geneviève. On sait en revanche qu'elle est morte un 3 janvier. Est-ce qu'elle est morte le 3 janvier 502 ou le 3 janvier 512? Là encore, les historiens s'écharpent. Il semblerait, on est quasiment sûr, qu'elle est bien morte le 3 janvier 502, et on l'a fait mourir à 89 ans, 10 ans plus tard, pour qu'elle ait pu rejoindre Clovis dans son tombeau, parce qu'en fait, Clovis était mort, lui, en 511, ça évidemment, on connaît la date. Donc, pour que Sainte Geneviève ait survécu à Clovis, il fallait qu'elle meure en 512. Mais il est beaucoup plus probable qu'elle ait quitté cette terre en 502. Simplement, c'était un 3 janvier, c'est la raison pour laquelle on célèbre Sainte Geneviève le 3 janvier. Vous savez par ailleurs qu'on la célèbre aussi de façon assez spectaculaire le 26 novembre, et ce sont les gendarmes qui la célèbrent le 26 novembre, parce que, comme beaucoup de saints de l'Église romaine, Geneviève présente la particularité d'être à la fois sainte patronne de Paris et sainte patronne des gendarmes. Les gendarmes ont adopté le 26 novembre. Pourquoi? À cause du mal des Ardents, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça se passait en 1130, hein, au XIIe siècle. Une partie importante de la population parisienne à l'époque a été atteinte par les maladies liées à la consommation, enfin ce qu'on appelle l'ergot de seigle, à la consommation de seigle. Ça créait un mal terrible qui rendait les gens à moitié fous, qui se traduisait par des malaises et une impression de se consumer de l'intérieur. C'était très violent et très pénible. Et on est allé chercher la chasse de Sainte Geneviève. On a promené dans les rues en ostension, on a promené les reliques de la sainte, et il semblerait que le mal se soit éteint. Et donc, comme la procession avait lieu un 26 novembre, désormais, on célèbre le mal des Ardents le 26 novembre. C'est la raison pour laquelle la Geneviève des gendarmes est célébrée le 26 novembre. Et c'est vrai que cet anniversaire, c'est 1600 ans cette année, cet anniversaire est particulièrement célébré. Alors, moi qui passe mon temps, notamment sur l'antenne de Radio Classique, à me plaindre en disant « mais on ne parle pas de tel et tel et tel et tel anniversaire ». Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent qu'en 2006, j'avais fait un scandale national avec la question du 4e centenaire de la naissance de Pierre Corneille. Vous savez que le président Chirac, à l'époque, avait décidé de ne pas célébrer la naissance de Corneille, sous prétexte que la famille Corneille avait eu des parts dans la traite négrière. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon. Et donc, j'avais trouvé ça scandaleux. Et avec l'Académie française, que j'avais entraîné à mes basques, nous avions fait une espèce de petite révolte. Et depuis, je suis devenu, dès qu'un anniversaire est oublié, les gens m'appellent, etc., en disant « mais on a oublié tel anniversaire ». Eh bien, on ne pourra pas dire que le 1600e anniversaire de la naissance de notre sainte ait été oublié, loin de là. Alors, j'ai été stupéfait, mais la maire de Paris en personne, vous avez vu ça, a assisté à la grande messe de janvier pour l'anniversaire. On a fait des célébrations partout, il y a des ostensions, processions sur la Seine, avec l'ancienne corporation des Nôtes, ça va être justement au mois de novembre, ça va être magnifique. Exposition au quartier Lobau. Par ailleurs, plusieurs œuvres d'art ont été réalisées. Et puis, il va y avoir, c'est le plus important, au mois de novembre, j'ai noté les dates, c'est du 18 au 20 novembre, 18, 19 et 20 novembre, au Bernardin, mais aussi à l'Institut de France, un grand colloque organisé par la Sorbonne sur le thème de Geneviève en son siècle. Ça va être formidable. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet anniversaire ne sera pas passé inaperçu. À qui faut-il en rendre grâce? À l'archevêché d'abord,
qui a été très moteur dans cette affaire, à un certain nombre d'associations, et puis peut-être aussi tout simplement aux Parisiens, qui, qu'on le veuille ou non, et quelle que soit d'ailleurs leur pratique de la religion, sont attachés à cette Sainte Geneviève, dont on ne sait pas grand-chose, mais dont on sait qu'elle a été courageuse. Elle était fille unique, elle a tenu elle-même les affaires familiales, elle est devenue une femme politique, si l'on peut dire, de son temps, et rappelez-vous Françoise Roset dans La Kermesse héroïque. Vous connaissez ce film, La Kermesse héroïque de Jacques Feder, 1935, un film incroyable. Jacques Feder met sa propre femme en scène, Françoise Roset, dans un petit village flamand. On est au moment des Pays-Bas espagnols, bien entendu. C'est le vice-roi des Pays-Bas à l'époque est le duc d'Albe. Et on voit Françoise Roset qui, devant la peur panique de tous les hommes du village, devant l'arrivée, devant l'avancée des Espagnols, tout le monde se cache sous son lit, va se réfugier dans la forêt, etc. Il n'y a que les femmes qui restent dans le village. Et Françoise Roset dit, eh bien, nous n'avons pas peur. Si tous ont peur, si tous vont se cacher, nous allons montrer de quel bois nous, femmes, sommes faites. Bon, eh bien, ce discours célèbre de la kermesse héroïque, il est calqué quasiment mot pour mot, c'est une petite anecdote, il est calqué sur le célèbre discours de Geneviève aux Parisiennes, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et c'est peut-être ce fait d'armes, si je puis dire, c'est peut-être en tout cas la manifestation de cet extraordinaire courage qui, par-delà les siècles, nous la rend aujourd'hui non seulement si proche, mais si familière, d'une certaine manière. C'est une femme de courage. Alors, je vais vous décevoir tout de suite. Je vous ai dit déjà, pour commencer, que nous ne savions pas si elle était née vraiment en 420, que nous ne savions pas si elle était morte en 502 ou en 512. Ça fait beaucoup d'incertitudes, mais que voulez-vous, nous sommes au 5-6e siècle. Hein. Tout à l'heure, Guillaume parlait d'évangélisation, d'ailleurs. C'est le grand siècle, le 5e, de l'évangélisation. Et vous allez voir dans notre histoire, très bientôt d'ailleurs, passer ces deux saints extraordinaires, ces deux grands évangélisateurs qui ont été Germain l'Auxerrois et Loup de Troyes, dont nous allons parler bien sûr. Elle est née, on ne sait pas quand, elle est morte, on ne sait pas quand, elle est née, certains disent à Nanterre, d'autres disent à Gennevilliers, d'autres disent dans Paris, on n'en sait rien, disons les choses, bref, de toute façon, pour connaître la vie de Sainte Geneviève, on ne peut se référer qu'à l'hagiographie. Et l'hagiographie dont je parle, le premier grand écrit, c'est la célèbre vie de Geneviève, donc la vie de Sainte Geneviève, la Vita Sanctae Genoveva, qui a été écrite par un anonyme qui écrit quelques années probablement après sa mort. On pense que la Vita, comme le disent les spécialistes, a été écrite dans les années 520 ou 525. C'est quand même très tôt. Vous savez que certaines hagiographies sont écrites carrément 2 siècles et demi après la mort du saint. Bon, là, en l'occurrence, on est quelques années seulement, ce qui veut dire que l'auteur anonyme de ce texte, qui est le premier texte littéraire gaulois, enfin en Gaule, du 5e siècle, enfin du tout début du 6e siècle, ça n'est pas négligeable, l'auteur de cette Vita a connu un certain nombre de témoins qui ont pu lui parler de vive voix de ce qu'il savait de Geneviève et de ce qu'elle-même avait pu leur raconter. Donc ça n'est quand même pas inintéressant. Alors, quels étaient les autres? À partir de là, maintenant que vous savez que la vie de Sainte Geneviève est une vie hagiographique, c'est-à-dire c'est la vie des saints, la géographie, ça veut dire que nous n'avons par définition pas de sources historiques, mais ça ne vous étonnera pas. Comment voulez-vous avoir des sources historiques au 5e et au 6e siècle? Ça n'est pas possible. Même pour des personnages d'essence royale, on a de très grandes lacunes et de très grandes incertitudes. Alors pour une personne entre guillemets anonyme, vous imaginez bien. Seul le fait qu'elle soit devenue sainte, seule l'illustration de cette femme hors du commun l'a rendue célèbre et a permis qu'on s'intéresse à elle, mais on s'est intéressé à elle largement a posteriori, donc on ne savait pas grand-chose. Alors, quelles étaient ses origines? Là, les historiens s'écharpent littéralement. La thèse officielle, celle à laquelle je crois pouvoir me rallier, c'est celle de don Jacques Dubois, qui nous dit qu'elle était d'origine aristocratique gallo-romaine. C'est en effet très probable, lorsqu'on voit les responsabilités qu'elle exerce très jeune, lorsqu'on voit la qualité de son élocution d'après les récits qui nous sont faits, lorsqu'on voit la capacité
naturel qu'elle a à s'exprimer quasiment de plein pied avec les prélats de son temps. Elle va devenir, vous savez, la conseillère très écoutée de Clovis, hein, bien sûr, et de la reine Clotilde. On peut imaginer qu'une paysanne, même si nous en avons connu d'autres avec Jeanne, mais on peut imaginer qu'une jeune paysanne n'aurait très probablement pas eu cet aplomb et cette élocution. Donc, on peut admettre cette origine aristocratique gallo-romaine, absolument essentielle. Ce qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on parle du 5e siècle, et notamment du 5e siècle dans ce bassin parisien, c'est que c'est une époque où l'on est encore dans l'Empire romain. L'Empire romain d'Occident s'effondre en 476, et elle naît, d'après ce qu'on peut savoir, en 420. Ça veut dire qu'elle aura quand même connu l'Empire romain dominant la région, enfin dominant la Gaule, les Gaules, il y en avait 3 à l'époque, peu importe, jusqu'en 476, c'est-à-dire jusqu'à 56 ans. Monsieur, non? Genoveva, non, c'est un nom d'origine franque, vous allez voir pourquoi. Donc, elle est donc d'origine aristocratique gallo-romaine, à une époque où l'Empire romain, bien que très fatigué, bien que à bout de souffle, exactement comme notre chère Union européenne d'aujourd'hui, n'en est pas moins encore debout. Et donc, elle connaît cette période-là, et elle est une gallo-romaine, c'est-à-dire qu'elle a la culture romaine sur un fond gaulois, ou pour être effectivement, comme le laissait entendre monsieur plus exact, sur un fond probablement franc. Son père était un franc romanisé, dont les origines paraissent être rhénanes, pour autant qu'on sache, encore une fois, mais donc un franc rhénan romanisé qui exerçait la profession. Alors ça, c'est dit et redit par toutes les biographies qui ont suivi la célèbre hagiographie, la célèbre Vita, qui exerçait la profession d'intendant de l'Empire. Ça veut dire qu'il était fonctionnaire de l'Empire romain et qu'il avait des responsabilités très importantes qui n'étaient pas tout à fait celles d'un préfet, mais qui aujourd'hui pourraient s'apparenter aux responsabilités d'un directeur d'administration décentralisé. Vous voyez, donc ça n'est pas... Elle est née dans un bon milieu, très probablement. Elle a 56 ans quand s'effondre l'Empire romain d'Occident. N'oubliez pas que l'Empire romain d'Orient, lui, à l'époque, est toujours debout, puisque lui ne s'effondrera, après s'être effondré au moins 8 ou 9 fois de suite, mais il ne finira vraiment de s'effondrer qu'en 1453, c'est-à-dire près de 1000 ans plus tard. Elle est baptisée. Ça, c'est très important, parce qu'on est quand même dans une époque où les Gallo-Romains, dans leur immense majorité, surtout dans cette région du nord de la Loire, ne sont pas systématiquement baptisés, encore moins la fille d'un franc. C'est un franc romanisé, qui doit être un grand juriste de droit romain, et qui fait baptiser son enfant, sa fille unique par ailleurs, très rare, dans des fratries qui à l'époque sont régulièrement nombreuses. Elle vit probablement à Nanterre, et ça je trouve que c'est très intéressant, parce que, alors là j'entre dans une petite polémique, mais si je viens ici, vous vous doutez bien que je vais faire un peu de polémique. Si vous vouliez un discours lisse et présentable, Guillaume vous aurait amené quelqu'un d'autre, et je ne citerai pas de nom d'ailleurs. Le fait qu'elle soit probablement née à Nanterre, et qu'en tout cas elle ait vécu son enfance à Nanterre, ça on peut l'affirmer, est très intéressant parce que Nanterre, c'est le premier site de Paris. Nous savons maintenant, d'une façon quasiment indubitable, il faudrait alors là entrer dans une conférence qui n'aurait rien à voir avec notre sujet, mais qui serait passionnante, lorsque, au moment de la 6e campagne de la guerre des Gaules, lorsque César envoie son préfet Labienus mater les Sénons entre Seine et Loire, et que finalement Labienus se retrouve ici, on va dire à Paris, on sait qu'il écrase la cité gauloise de Lutèce et qu'il recrée la cité romaine de Lutèce. Or, pendant très longtemps, on a pensé que les Romains avaient reconstruit Lutèce à l'emplacement de l'ancien oppidum gaulois. On est quasiment sûr aujourd'hui que, tout à fait fidèles aux pratiques de la fin de la République romaine, les Romains ont reconstruit Lutèce ailleurs. Lutèce se trouvait à Nanterre,
et les Romains l'ont reconstruite sur l'île de la Cité. C'est devenu la nouvelle Lutèce. Et donc notre petite Geneviève, qu'il faut imaginer, cet enfant sans doute choyé, qui a été baptisé, qui va être élevé dans cette nouvelle religion qui est en train de se répandre à travers l'ensemble de l'Europe, religion qui n'est pas encore fixée. Certains, les Burgondes notamment, sont déjà catholiques, d'autres, les Visigoths, les Burgondes c'est le sud-est de la France, les Visigoths c'est le sud-ouest, en allant très vite et à la serpe, mais les Visigoths, eux, sont ariens, donc ils sont dans l'hérésie par rapport au pape et au clergé romain. À cette époque-là, en tout cas, cette petite Geneviève naît dans l'ancienne Lutèce et va venir vivre avec sa marraine, dont on dit qu'elle est sans doute la plus riche héritière de Paris, la marraine. Vous voyez qu'elle naît déjà dans un bon milieu et elle va vivre chez sa marraine dans l'île de la Cité, c'est-à-dire dans la nouvelle ville, dans la ville fondée par les Romains à l'époque de Jules César. Elle est très religieuse, visiblement, et alors là, il y a un épisode hagiographique, je parle sous contrôle, pour autant qu'on le sache, il semblerait, et c'est en tout cas évidemment un élément essentiel de sa vie en tant que sainte, qu'elle ait rencontré, elle ait croisé le chemin des deux grands évangélisateurs dont je vous parlais, qui arrivaient donc de la Champagne, qu'ils avaient complètement évangélisé, essentiel, parce que c'est comme ça que Clotilde va convertir Clovis et va créer la France chrétienne. Le baptême de Clovis, c'est la naissance de notre histoire en tant que grande nation chrétienne. Eh bien, en fait, tout ça va naître. C'est incroyable d'ailleurs, comme tout s'imbrique et comme tout s'intrigue. C'est assez fascinant, cette histoire. Eh bien, elle va, cette Geneviève, croiser le chemin des deux grands évangélisateurs qui arrivent de Champagne et qui s'en vont en Bretagne. Quand je dis Bretagne, la Britannia latine, hein, c'est-à-dire ce que nous appelons nous l'Angleterre aujourd'hui, surtout en fait le Pays de Galles, enfin bref, les îles britanniques si l'on veut, en faisant un énorme anachronisme. Ils vont s'en aller en Bretagne, ces deux évangélisateurs, et c'est bien sûr Saint-Germain-l'Auxerrois et moins connu, Saint-Loup de Troyes. Saint-Loup de Troyes est moins connu pour une raison très simple, c'est qu'il ne va pas aller très loin dans son évangélisation, parce qu'il ne vivra pas aussi longtemps que Saint-Germain, bien sûr. Saint-Germain-l'Auxerrois a été un des pères de l'Église, un personnage extraordinaire, sur lequel, là, pour le coup, on pourrait faire une incroyable conférence, probablement. Toujours est-il que ces deux hommes rayonnants, extraordinaires, sur le chemin desquels se pressent des foules qui leur donnent à bénir les enfants, ou l'eau des puits, on imagine ça, eh bien, ils vont rencontrer cette jeune fille qui doit être magnifique. Elle a dû revêtir ce jour-là ses plus beaux atours. Elle est vêtue de probité, de candeur. Elle a 13 ans, 12 ans, 13 ans, et elle impressionne Saint-Germain par sa très grande qualité d'expression, par sa très grande finesse, par sa culture, par sa maîtrise de la langue latine, etc. Donc vous voyez que c'est quand même pas n'importe qui. Ce qui fait d'ailleurs que quand ses parents viennent à mourir très peu de temps après, puisque ses parents meurent en 440, donc vous voyez, 440, bon voilà, elle a une vingtaine d'années, elle prend la tête du domaine familial, et il semblerait, si l'on en croit encore une fois la Vita, il semblerait qu'elle ait exercé les responsabilités qui jusqu'alors avaient été celles de son père. Ça voudrait dire que nous avons une femme fonctionnaire de l'Empire romain? Non, à l'évidence. Il y a sans doute quelqu'un qui assume les responsabilités en titre, mais il est probable qu'elle en assume la charge en fait. Elle va s'installer donc dans l'île de la Cité chez Procula, hein, chez cette riche marraine, et elle va vivre là 9 années tranquilles. Pourquoi est-ce que je dis 9 années? Alors là, on en est sûr pour le coup, parce que ça, c'est historique. Là, nous quittons la géographie pour entrer dans l'histoire. 451, c'est l'invasion des Huns. Alors, ça me fait toujours rire, ça, parce que quand on raconte ce genre de choses, on dit « En 451, pour la troisième fois, les Huns déferlent sur la Gaule. » Très bien, et on passe à autre chose. Mais il faut se mettre à la place des gens dont nous parlons. Les Huns en question sont les envahisseurs les plus terrifiants qu'ait jamais produit l'histoire. C'est une quintessence effroyable de sauvage, en tout cas vu du point de vue des Gallo-Romains. Vous verrez ce qu'il faut en penser tout à l'heure. Je vais raffiner un peu le propos, mais pour des Parisiens de l'époque, quand on leur dit les Huns
sont en chemin, ils vont arriver, on sait qu'ils brûlent, qu'ils pillent, qu'ils violent tout. Ils ont des apparences horribles parce qu'ils font exprès de se scarifier, ils ont des chevelures incroyables, ils portent des casques qui peuvent faire 1 mètre de haut sur des petits chevals sur lesquels ils mangent cette viande crue qu'ils font macérer sous la selle des chevaux. Tout ça est immonde. Ce sont des carnivores, c'est vraiment une incarnation. En plus, ce qui est très intéressant, ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que leurs traditions font que leurs yourtes sont noires, les selles de fourrure sur lesquelles ils s'assiedent sont noirs, les chevaux sont noirs, les cheveux, les barbes, tout est noir. Vous avez l'impression, quand l'armée des Huns déferle quelque part, que c'est une marée noire. Or, la marée en question, elle n'est pas mince. 700 000 hommes. Quand je dis 700 000 hommes, précisons d'ailleurs, 700 000 hommes et femmes. Parce que, et ça c'est un aspect que malheureusement très souvent nos historiens ou chroniqueurs ont tendance à passer sous silence et du coup on ne comprend plus l'histoire, c'est un peuple nomade. Ce ne sont pas des gens qui, résidant quelque part, envoient leur armée conquérir un autre territoire, comme on l'a toujours vu ou fait, comme l'ont fait un certain nombre des envahisseurs qui, des Visigoths, des Vandales, des Alains, etc., n'ont cessé de déferler sur la Gaule romaine. Bon, on en a vu d'autres. Mais non, là c'est un peuple qui se déplace avec ses villages, avec l'intégralité de sa population, les vieillards, les femmes, les enfants, 700 000 personnes, les femmes, les vieillards sont armés comme les hommes. Ils doivent faire moins de mal, mais enfin néanmoins, il faut imaginer ce que c'est que cette gigantesque marée humaine qui déferle sur des territoires dont ils tuent tout. Parce que non seulement ils pillent, ils incendient et ils violent, mais en plus, ils se nourrissent, ces gens-là. Donc quand ils arrivent quelque part, ils tuent tous les troupeaux, ils bousillent les rivières, les étangs, ils mangent tous les poissons, ils saccagent toutes les récoltes. Vous imaginez 700 000 personnes qu'il faut nourrir tous les jours et qui se déplacent journellement avec des villages. Ils ont des yourtes immenses qui roulent sur des chariots à 30 roues. Enfin, tout ça, c'est... Et donc, quand on dit les Huns vont arriver, mais c'est une panique indescriptible, évidemment. Et bien sûr, les Parisiens n'ont qu'une idée, comme tous ceux d'ailleurs qui ont croisé les Huns sur leur passage, c'est-à-dire les habitants de Mayence, de Trèves, de Metz, de Troyes, de Sens, ça commence à se rapprocher là. Tous ces gens n'ont fait qu'une chose, c'est s'enfuir en courant. Ils laissent tout, ils laissent leur domicile derrière eux, ils font des exodes terribles. D'ailleurs, ça crée des bouleversements de population absolument considérables. On a un mal fou à rétablir les filiations dans ces histoires, d'autant plus que les gens, en se déplaçant, transmettent des maladies, etc. Donc, on vit dans un chaos indescriptible. Et là, on dit aux Parisiens, attention, ils étaient à Troyes il y a, je ne sais pas moi, j'en sais rien, mettons 15 jours. Ils sont à Sens, la semaine prochaine, ils seront à Paris. Évidemment, les Parisiens plient bagages et vont s'installer le plus loin possible du côté de la Normandie, là-bas. Enfin. Et c'est là qu'intervient Sainte-Geneviève, dit-on. En fait, au risque de tout de suite casser mon suspense, mais je pense que vous le savez, les Huns ne sont jamais venus jusqu'ici. Ils ont fait demi-tour à 50 km de Paris. Pourquoi? Alors, évidemment, la géographie nous dit par l'intercession divine de Sainte Geneviève, par définition même. C'est ce qui a fait d'elle une sainte, par définition. Je crains que ce ne soit un peu plus matériel et plus explicable que cela. Mais c'est le problème des historiens, c'est qu'ils viennent constamment saper la belle histoire, la légende dorée, si je puis dire. C'est qu'en fait, les Huns n'avaient rien à faire à Paris. Paris, à l'époque, c'est l'île de la Cité. C'est une toute petite ville sans importance formidable, même si elle est riche, c'est une ville très riche, incontestablement. C'est très difficile à dire, mais à la fin du 5e, au début du 6e siècle, il ne peut pas y avoir plus de 10 à 12 000 habitants, maximum. Et encore, je compte tout ce qu'on appelait les villets, c'est-à-dire toutes les propriétés agricoles qui sont autour de Paris. Et les gens, bien sûr, viennent se réfugier à l'intérieur des murs sur l'île. Bon. Mais c'est pas grand, enfin c'est pas considérable, même si c'est bien sûr un évêché, hein, mais c'est pas considérable.
Et les Huns n'en ont que faire de Paris. Eux, leur but, leur obsession, c'est Orléans. Il est évident que Attila, parce qu'il faut que je vous parle du Hun suprême, Attila veut prendre Orléans parce que de là, il va vouloir conquérir le royaume des Visigoths. C'est ça son objectif. Le but d'Attila, c'est de liquider les Visigoths. Et quand il se sera nourri de l'extraordinaire richesse visigothique, il passera les Alpes et il ira s'occuper des Romains. Parce que son but ensuite, c'est évidemment de prendre Rome. Alors il faut que je vous explique là un peu qui est ce Attila. D'abord, Attila est né, alors ça on le sait de façon très précise, parce que là il y a l'histoire romaine qui intervient, donc là c'est beaucoup plus précis. Il est né en 395, probablement en septembre 395, Attila. Or, 395, donc ça veut dire qu'il a 25 ans de plus que notre Geneviève. C'est intéressant parce que c'est l'année de la scission, de la séparation, comment dirais-je, du décrochage entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Cela faisait déjà un peu plus d'un siècle et demi qu'il y avait deux empereurs, vous savez, d'où le nous de majesté. Il y avait l'empereur de Constantinople, qui était le premier empereur, donc en Orient, et puis il y avait un empereur annexe, si je puis dire, ou adjoint, qui donc, lui, dirigeait l'Empire romain d'Occident, le vieil empire, qui paradoxalement n'était plus à Rome, mais vivait à Ravenne. Et les deux capitales de l'Empire sont Ravenne à l'ouest et Constantinople à l'est. Il se trouve que, à la suite de complications extrêmes, mais très largement à cause de la situation par rapport aux Visigoths, qui deviennent une menace considérable, les Vandales sont pas mal non plus parce qu'ils ont pris la péninsule hispanique et ils sont maintenant ibériques, ils sont maintenant de l'autre côté du détroit et ils ont pris toute l'ancienne Ifriqiya romaine. Ça commence à devenir dangereux aussi, mais l'Empire romain est en capilotade, tout va au plus mal, déficit budgétaire considérable, endettement massif, plus aucune autorité dans aucun domaine, un empereur qui fait rigoler tout le monde, des provinces qui regimbent, une immigration massive, des invasions permanentes. Quand je vous dis que nous sommes dans une situation qui fait beaucoup penser à la situation actuelle de nos pays d'Europe, mais c'est vraiment la même histoire. Mais il y a un livre qu'il faut lire d'ailleurs, qui est incroyable, qui est le livre de Michel de Gégère, qui raconte d'une façon éblouissante la chute de l'Empire romain d'Occident, même s'il parle aussi très largement de l'Empire romain d'Orient, et qui nous montre à quel point le décalque est sidérant. C'est la même histoire, c'est incroyable. Bref, donc 395, année de naissance d'Attila, et c'est en même temps l'année où se séparent les deux empires. Évidemment, il vit, lui, Attila, dans un monde qui est aux antipodes de l'Empire romain. Vous voyez ce que c'est que la civilisation gréco-romaine. Bon. Et en face, vous avez des gens qui sont plus ou moins des chamans. Le meilleur exemple, ce que j'avais raconté à une classe un jour, mais je me dis qu'après tout, vous êtes plus âgés que des élèves de collège, mais peu importe, je trouve que la comparaison est assez parlante. Pour vous donner une idée du mode de vie nomade et très ancré sur la nature, quasiment animiste, qui était celui des Huns d'Attila, il faut penser aux Indiens d'Amérique du Nord. Vous voyez, c'est un peu ce principe-là. Ce sont des gens qui ont toutes sortes de totems, qui prêtent aux bêtes sauvages toutes sortes de pouvoirs, etc. Ça ressemble vraiment beaucoup. Et il vit là-dedans, bien entendu, Attila. Et un jour, alors il vit chez son oncle qui s'appelle Roi. Personne ne sait comment ça s'écrit, il y a au moins 10 orthographes possibles, c'est assez rigolo. Et un jour, il voit arriver un jeune Romain. Alors, il n'est pas tout seul, ce jeune Romain. Il voit arriver, pour être plus exact, 9 jeunes Romains, qui sont ce qu'on appelle des otages. Et oui, car les Huns sont tellement puissants, et ils exercent sur Rome une pression si déterminante que on est obligé de leur envoyer régulièrement des otages. C'est-à-dire qu'on paye non seulement un tribut annuel, mais en plus on envoie des otages chez les Huns. Alors les otages en question sont bien traités, ils ne sont pas malmenés par les Huns. Mais enfin quand même, quand vous êtes un jeune Romain, que vous avez 16 ans et qu'on vous dit tu vas aller passer 4 ans chez les Huns, c'est quand même compliqué. Bon, c'est ce qui se passe. Donc en fait, il débarque ce jeune otage, il s'appelle Flavius Aetius. Retenez son nom parce qu'il est le grand personnage de notre histoire. Quand on parle de Geneviève,
c'est le grand homme de l'époque, c'est le Jules César de l'époque, si je puis dire. Or, il arrive, il va vivre avec Attila, dont il devient le meilleur ami, parce qu'Attila est d'une intelligence folle. Attila apprend le latin en quelques semaines, ce type il est brillant, intelligent, c'est un visionnaire. Aetius, qui lui-même est un garçon hors du commun, à eux deux, ils se sont trouvés, si l'on peut dire. Et d'ailleurs, au moment où Aetius va rentrer chez ses parents à Rome, alors son père est mort, mais peu importe, eh bien, Attila va le suivre. Et c'est au tour d'Attila d'aller passer 4 ans à Rome. Donc Attila va vivre avec une toge, en se rasant la barbe. Il vit à la romaine. À Rome, il fréquente les thermes, il fréquente le forum, etc., etc. Il connaît la politique romaine, il pratique merveilleusement bien le latin, à un point qu'on dit qu'il connaissait Pindare, l'œuvre entière de Pindare par cœur, et qu'il composait lui-même des vers latins. Vous voyez quand même à qui nous avons affaire. Bon. Et puis cet Attila, quand il rentre chez lui, il apprend, on est en 434, donc 434, il a 39 ans, oui, il apprend la mort de Roua, son fameux oncle là, et c'est son frère à lui, c'est le frère d'Attila qui va régner, qui devient le roi des Huns, il s'appelle Bléda. Ça ennuie beaucoup Attila, parce que ce frère n'est pas du tout à la hauteur, il estime qu'il n'a pas du tout le niveau, c'est pas bien du tout, donc il se dit, ce serait peut-être bien qu'il ait un petit accident de chasse. Hein. Et c'est ce qui va se passer. Bléda passe de vie à trépas, et c'est Attila qui devient roi des Huns, dans le sang. Mais peu importe, de toute façon, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est toujours dans le sang. Et c'est là que ça devient incroyable, puisque ce Attila a l'idée d'unifier les barbares de l'Est. Il a fait un constat pendant les longues années qu'il a passées à Rome. Il a constaté que la civilisation romaine était intellectuellement unie, mais concrètement désunis, parcellisés, communautarisés, comme nous dirions-nous aujourd'hui. Alors que la civilisation une, elle, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que vous avez un peuple incroyablement uni, mais qui se déchire entre chefs qui n'arrêtent pas de se faire la guerre. Eh bien, l'idée d'Attila, c'est de dire, si j'arrive à créer une unité culturelle comme l'ont fait les Romains sur leur propre État, alors plus rien ne pourra s'opposer au un. Nous serons unis à la tête et nous serons unis dans le corps. C'est ce que va faire Attila. C'est tout le projet de cet homme incroyable qui va donc déferler. Alors, il a 2 cibles possibles. L'Empire romain d'Orient, extrêmement riche, ou l'Empire romain d'Occident, extrêmement puissant. Lequel va-t-il choisir? Pourquoi tant qu'à faire les deux? Merci. Les deux, merci beaucoup, madame. Il n'a pas de choix, en fait. Il se dit que, de toute façon, Constantinople et Ravenne ne s'entendent pas, donc on va jouer sur les deux. Alors, il se trouve que la sœur de Valentinien III, qui est un de nos tout derniers empereurs romains, là, alors là, on est dans la décadence totale. D'ailleurs, les Romains ne savent même plus comment s'appelle leur empereur, hein, à l'époque, c'est devenu bon. La sœur de Valentinien III, qui s'appelle Honoria, avait un coup de cœur pour son intendant. Évidemment, ils ont été surpris, et l'intendant en question a été flagellé à mort. Enfin, vous imaginez, on reste à Rome, hein, quand même. Et donc, elle en a voulu à mort à son frère, qui l'a marié à un préfet, et à peine a-t-elle été dans sa nouvelle province, qu'elle n'a eu de cesse de comploter contre Valentinien. Et elle ne trouve rien de mieux que d'adresser un émissaire à Attila, au roi des Huns, en lui disant « Je suis prête à vous épouser, et si vous m'épousez, je vous apporterai avec moi, étant la sœur de l'empereur, la moitié de l'Empire. » Ah, Attila se dit ça, n'oublions pas. Mais de l'autre côté, il y a l'empereur de Byzance, qui chaque année livre un tribut considérable, des millions de sesterces, c'est considérable. Et il se trouve que l'empereur de Byzance, qui s'appelle Théodose II, le fameux empereur Théodose, hein, dont on parle, qui n'était pas une lumière, envoie l'un de ses grands ministres, un eunuque qui s'appelait Chrysafius, il l'envoie auprès d'Attila pour essayer de négocier un rabais sur le tribut annuel, vous voyez, comme un peu plus d'otages, un peu moins d'argent, peut-être qu'on pourrait faire ça. Vous vous dites, où est Aetius pendant ce temps-là? Aetius est un très grand général, c'est un très grand conseiller, mais il s'est fâché avec Galla Placidia. Galla Placidia, c'est l'impératrice mère, et donc il n'a plus droit de cité à la cour. Attila hésite, et il apprend la mort de Théodose. Et qui remplace Théodose? Un général, le général Marcianus. Marcianus,
prend le pouvoir, c'est un coup d'État militaire, ça ne va pas durer très longtemps à Constantinople d'ailleurs, mais ça permet de remettre l'Empire debout. Pourquoi l'Empire romain d'Orient a-t-il survécu si longtemps? C'est grâce à 5 généraux, dont Marcianus, qui était le deuxième, et qui ont régulièrement remis l'Empire sur les rails, si je puis dire. Et Marcianus dit, si Attila veut son tribut annuel, qu'il vienne le chercher. Mais je promets que pas un seul de ces hommes ne ressortira vivant de l'Empire byzantin. Eh bien, ça marche. Que fait Attila? Il fait demi-tour, il laisse tranquille l'Empire byzantin. Il va se retourner, du coup, sur l'Empire occidental, sur l'Empire romain d'Occident, et il accepte la main d'Honoria. Vous imaginez la tête de Valentinien, et je ne vous parle pas de Galla Placidia, évidemment, tout ça a fait un scandale extraordinaire. Alors l'empereur ne sait pas quoi dire, il dit écoutez, je veux bien vous donner ma sœur à la limite, mais pas la moitié de l'Empire, ça il n'en est pas question. Et à ce moment-là, Attila, dont vous allez voir qu'il est tout sauf un imbécile, lui fait dire écoutez, ne vous inquiétez pas, mon intention est d'épouser votre sœur, mais d'aller liquider les Visigoths. Et si vous voulez m'aider à liquider les Visigoths, nous nous partagerons, je vous rendrai la Narbonnaise et nous nous partagerons le monde visigothique. Et simultanément, il a envoyé des émissaires à Alaric, qui est le roi des Visigoths, en lui disant, en fait, quand il arrive, celui qui règne, c'est Théodoric II, mais enfin, peu importe ça, en lui disant, ne vous inquiétez pas, je vais faire semblant de vous attaquer, mais arrivé à Orléans, je bifurquerai sur Rome et j'attaquerai Rome en premier. Si vous voulez m'aider à conquérir Rome, nous nous partagerons, etc. Et donc, il a réussi de façon géniale à séparer les Romains des Visigoths qui, pourtant, depuis 50 ans maintenant, s'entendaient plutôt pas mal. Et c'est donc dans ce chemin Trèves, Mayence, Colmar, Metz, Troyes, Sens, qu'on s'achemine vers Paris. Mais non, pas du tout, il n'a pas l'intention d'aller à Paris, Attila. Il file à Orléans, en fait. Et il va y avoir à ce moment-là cette chose extraordinaire. Caesius, qui enfin s'est réconcilié avec l'empereur Valentinien, Aetius va réunir non seulement l'ensemble des légions disponibles en Gaule, mais il va avoir dans sa manche les Alains, les Vandales, les Burgondes et les Visigoths. Aetius va faire l'unité de la Gaule romaine contre Attila. Il va donner rendez-vous à Attila à Châlons-sur-Marne, on appelait ça à l'époque le pays des Catalonies, et c'est l'origine de la célèbre bataille des Champs cataloniques, où Attila va être battu à plat de couture. Alors, c'est magnifique les Champs cataloniques, parce que vous imaginez, vous avez une armée d'un côté de 120 000 Romains et alliés de Rome, avec leurs belles armures, là, avec leurs, vous savez, avec leurs enseignes et leurs oriflammes, etc. D'un côté, sur toute la moitié de la plaine des Champs cataloniques, et sur l'autre moitié, vous avez l'immense, la gigantesque et sidérante armée une. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la veillée d'armes va durer de 10 heures du matin à 15 heures. 5 heures de veillée d'armes. C'est-à-dire qu'on est comme ça. On attend. On entendrait une mouche voler. Les soldats attendent l'ordre d'attaquer. Personne ne donne l'ordre. Et les deux armées se font face. Pourquoi? Parce qu'il fallait laisser le temps aux alliés de Rome d'aller prendre les Huns en tenaille. C'est une Flavius Aetius est un très très grand général, c'est une sorte de Bonaparte de son temps, il était génial, et donc il a battu à plat de couture Attila. Mais seulement mettez-vous maintenant à la place des Parisiens. Les Parisiens qui apprennent, qu'Attila a fait demi-tour en arrivant à leur porte. C'est pas vrai du tout, en fait il n'est pas passé à moins de 50 km, mais peu importe. Et en plus, les Parisiens qui avaient toujours entendu dire que les Burgondes, les Alains, les Vandales, les Visigoths et les Romains, tout ce monde-là se détestait, d'un seul coup, il apprend que tout le monde s'est mis ensemble pour arrêter, dit-on, c'était pas arrêter, c'était les battre, mais peu importe, arrêter les Huns. Mais ça passe pour le miracle des miracles, c'est extraordinaire, cette histoire. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, évidemment que Sainte-Geneviève, qui avait convertit la population à la prière totale en disant « Seul Dieu peut nous sauver », eh bien, excusez-moi, quelles que soient les raisons historiques qu'on invoque, incontestablement, les prières ont été exaucées. Et donc, Sainte Geneviève devient, alors elle n'est pas encore sainte, d'abord elle sera bien heureuse, enfin, vous connaissez tout le processus, mais de toute façon, elle est déjà unanimement admirée, elle devient une héroïne, elle devient... C'est extraordinaire ce qui se passe pour elle. Alors je finis juste avec Attila pour que vous sachiez quand même ce qui lui est arrivé.
rentré dans son pays, il a compris qu'il fallait une armée d'élite, c'est-à-dire qu'en fait, il a laissé tomber toute cette population nomade, etc. Il a constitué des légions sur le principe des légions romaines qu'il a entraînées à la romaine, et il est revenu se battre. Alors là, cette fois, il a traversé le Danube, il a filé directement sur la Vénétie, et de la Vénétie, il a menacé Rome. Et Valentinien, qui n'a plus Aëtius, parce que cette fois Aëtius a été définitivement disgracié, ne sait plus quoi faire. Et que va faire Valentinien? Ça, c'est magnifique. Il envoie un émissaire. Et on lui a dit qu'Attila était une espèce de chaman, que c'était un personnage qui respectait beaucoup les croyances, qui avait un rapport étonnant au sacré, etc. Il se dit, tiens, au lieu de lui envoyer un de mes préfets ventripotents, je vais lui envoyer le pape. Et c'est le pape Léon. C'est le pape Léon Ier qui, sur sa mule blanche, habillé tout de blanc, va partir avec tous ses cardinaux. Il faut imaginer la procession. Vous avez d'un côté Attila qui arrive, la bête furieuse éructant bon, vous voyez, enfin, et de l'autre le pape sur sa mule blanche. C'est sans doute un des entretiens les plus extraordinaires de l'histoire. Et alors, on ne sait pas parce que on sait que les deux armées se sont arrêtées à quelques pas l'une de l'autre et que Attila de son côté, sur son cheval noir, Léon du sien, sur sa mule blanche, se sont approchés l'un de l'autre et ils ont parlementé pendant 20 minutes. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Un tiers d'heure, nous dit-on. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ben, on n'en saura jamais rien. Toujours est-il que ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors là, ça tiendrait encore bien plus du miracle que l'histoire parisienne. Le pape fait demi-tour, il rentre dans son rang. Attila fait demi-tour, il rentre dans les siens. Et Attila ordonne à son armée de faire demi-tour. Il va repasser le Danube et on ne verra plus jamais les Huns en Occident. C'est ce qui s'appelle une mission diplomatique admirablement réussie par le pape Léon Ier. Je peux vous dire que si l'empereur Valentinien avait quelques doutes, là je pense qu'il a été définitivement convaincu. Alors Geneviève, dans tout ça, revenons à notre Geneviève. On est dans Paris au moment où les Huns, je vais finir là-dessus, au moment où les Huns vont entrer. Voilà le propos que la géographie fait dire, que la Vita fait dire à Geneviève, mais ça devait ressembler vraiment beaucoup à ça. Les hommes fuient, et bien qu'ils fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre, dit-elle. Nous, les femmes, nous prierons Dieu, et nous le prierons tant qu'il entendra nos supplications. Les femmes de Paris sont restées autour de Geneviève. Elles ont prié Dieu et elles ont été entendues. C'est le miracle comment dirais-je, du départ des Huns. C'est le miracle de la défaite des champs cataloniques, extraordinaire. Elle devient cette héroïne qui, en 465, va mener la vie dure au père de Clovis, un certain Childéric Ier. Il avait fait le blocus de Paris pour prendre Paris. À l'époque, Childéric, c'est un Fransalien, hein, il arrivait du nord-est. Et en fait, elle va, avec la corporation des nautes, c'est-à-dire des navigateurs parisiens, Geneviève va tromper le blocus et de nuit, sur de petites barques, apporter de quoi nourrir les Parisiens. Alors ça, déjà, elle était populaire, mais est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que ça... Et par la suite, elle va devenir la préceptrice et la conseillère personnelle du jeune fils de ce Childéric, entre parenthèses, qui prouve que Childéric n'était pas très rancunier. Et c'est elle qui va bien sûr jouer un rôle essentiel dans la conversion de Clovis au catholicisme. C'est la reine Clotilde qui a converti son mari. Vous connaissez l'histoire de Tolbiac, etc. Je ne vais pas vous raconter maintenant l'histoire de Clovis. Hein. Après celle d'Attila, on peut faire toute l'histoire de France comme ça, mais l'année prochaine. Mais en tout cas, pour clore, c'est Sainte Geneviève qui va devenir en quelque sorte la guide spirituelle de Clovis. Et c'est pour ça qu'elle est enterrée dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, qui deviendra plus tard l'abbaye Sainte-Geneviève, bien entendu, cette abbaye Sainte-Geneviève détruite à partir du règne de Louis XV pour construire la grande abbaye, ce qu'on appelait l'abbaye neuve, qui est devenue, au moment de la Révolution, le Panthéon, bien entendu. Hein. Mais cette église Saint-Pierre-Saint-Paul aura été le tombeau de Clovis, à la droite de Clovis, de son épouse, la reine Clotilde, à laquelle nous devons tant, et puis, à sa gauche, Sainte-Geneviève, à laquelle nous devons pas mal non plus, je crois, ce qui explique que les restes ont été complètement éparpillés, vandalisés, c'est le cas de dire, à la Révolution,
mais on a retrouvé dans 3 églises de province 2 phalanges, enfin des petits morceaux de Sainte-Geneviève qui ont été réunis au moment de la restauration et qui sont aujourd'hui à l'église Saint-Étienne-du-Mont. Ce sont eux qui vont être promenés très bientôt en procession. Vous savez que dans l'église Sainte-Geneviève, devenue le Panthéon, Puvis de Chavannes, au XIXe siècle, va réaliser ces extraordinaires fresques là, toute cette ville Sainte-Geneviève. Tout ce que je viens de vous raconter, ça existe. Il suffit que vous alliez vous promener au Panthéon et que vous allez le voir sous vos yeux, décrit, raconté, comme jamais personne ne saura le faire avec des mots par Puvis de Chavannes. Et puis, en 1928, Paul Landowski, le grand sculpteur, va faire cette Sainte-Geneviève, vous savez, très art déco, là, une espèce de très étrange d'ailleurs, cette grande sculpture un peu filiforme. On voit Sainte-Geneviève qui tient d'ailleurs une péniche, enfin un bateau, qui est le symbole de Paris et qui en même temps est le symbole de ce blocus qu'elle avait contourné en 465. Sainte-Geneviève regarde vers l'est puisqu'elle essaie de voir si les Huns vont finir par entrer dans la ville. C'était l'idée en tout cas de Paul Landowski. Vous savez que la plus belle vue que vous avez de ça, c'est 3 fois rien, je vous le signale, ça peut être sympathique, c'est un dîner à la Tour d'Argent, parce que vous avez la vue plongeante sur la célèbre statue. Ça lui permet à cette pauvre, on est sur le Pont-Marie, ça lui permet à cette pauvre statue de ne pas voir, hélas, tout ce que nous avons vu depuis le 15 avril 2019. Ça nous entraînerait ailleurs, quoique. Je me dis que si Sainte-Geneviève a eu le courage extraordinaire d'affronter les Huns, nous pourrions, nous, avoir celui non moins extraordinaire d'affronter certaines vérités. Je vous remercie beaucoup.